savez, nous savons tous que dans l'espèce de frénésie de rénovation des services publics et qui essaie de se transformer en services privés, il y a beaucoup de ridicules liés au folklore, à l'apparence, quand on essaie de renommer un service traditionnel comme le courrier, la tournée du facteur ou l'accueil pour un mandat au guichet. Quand on transforme tout ça en conseil financier, en service à la personne, en nouvelle solidarité, en nouvelle mobilité et j'en passe, c'est un peu grotesque, mais ça plaît au moins au président. Alors, ça fait là aussi la fortune des infographistes, des auteurs de logos, de slogans, mais je voudrais vous soumettre un truc qui montre que tout ça n'est qu'un masque bleu et rose sur un visage absolument hideux, et qu'en fait, on plaque toute l'iconographie et le discours angélique, macronien, cool, sympa, sur une réalité qui n'a pas bougé depuis Fernand Reynaud, ou plus proche de nous, Danny Boone. À propos de quoi? De la Poste. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la banque postale, il faut garder quand même un peu de charité, mais de réexpédition du courrier. Prenons le cas où vous vous occupez d'une personne âgée de votre famille à Paris pendant 2 ans. Mettons, autrefois, vous pouviez prendre un abonnement renouvelable pour vous faire renvoyer votre courrier chez cette personne, et maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'après une année passée auprès d'une personne malade, au moment où souvent elle va encore moins bien, vous devez aller chercher votre courrier tous les mois à Lyon ou à Avignon, ou alors vous faire domicilier carrément chez la personne, parce qu'on ne peut pas renouveler. Mais il y a mieux, ou il y a plutôt encore pire, c'est que si votre contrat de réexpédition arrive à échéance, mettons le 15 février, est-ce que vous croyez que le 1er février, les services de la Poste vont vous envoyer un mail pour vous dire « Attention, il va falloir y songer ». Pas du tout. Ils vous envoient des dizaines de propositions commerciales, mais pour vous dire « Votre contrat va prendre fin », 0. Qu'est-ce que ça leur coûterait? Rien. Et pourquoi ne le font-ils pas? Parce que ça ne rapporte rien. Alors souvent, on me parle de la différence entre le public et le privé, et normalement, l'une des différences, c'est qu'alors que le public se moque totalement de vous et de vous prévenir ou de vous venir en aide, le privé, normalement, au nom du commerce, du marketing, de la bonne image, devrait être extrêmement prévenant avec vous pour garder votre clientèle. Mais justement, dans la privatisation des services de la Poste, le genre Chronopost, etc., vous avez le pire des deux mondes. D'un côté, tout est payant, de l'autre, comme on reste une bande de branleurs, on n'a pas de consignes, et donc on ne fait rien. Et souvent, c'est commode de n'avoir pas de consigne, ça permet de ne rien faire. Par exemple, quand vous achetez assez cher pour 6 mois un changement d'adresse pour une nouvelle adresse plus proche qui n'est pas l'air d'être l'ancienne puisque c'est pas renouvelable, comme ça, on vous donne un numéro de code. Un numéro de code qu'on va envoyer à votre ancienne adresse. Mais j'y suis pas, justement, vous dites. Mais ne vous en faites pas, on a tout prévu. On vous demande d'aller au bureau de poste local pour faire valider votre réexpédition en présentant une pièce d'identité. Donc vous allez faire la queue pour présenter une pièce d'identité. Et là, vous tombez sur un personnel qui, visiblement, a été recruté en bloc dans un pôle emploi de banlieue pour ressembler à sa clientèle. Donc, vous vous sentez un peu atypique et déjà plutôt mal barré. Bonjour, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire valider un changement d'adresse temporaire. Alors, le type examine votre passeport et vous délivre un bordereau où, normalement, tout devrait être signé, déclaré sur l'honneur, etc. Mais tout reste vide. Le type n'a pas le courage de remplir le papier, donc il vous donne rien à remplir non plus. Il n'y a que votre numéro de passeport et un coup de tampon. Alors, je lui dis, vous êtes sûr que c'est bon? Oui, il faut compter 2 jours pour l'activation. 12 jours après, aucun courrier retransmis, vous voulez téléphoner à votre bureau de poste lointain, là, le Campagnolet. En fait, sur l'annuaire, il n'y a plus de numéro de téléphone pour un bureau de poste. Comme me le disait un type au comptoir de Campagnol, ils étaient trop occupés à rien foutre pour répondre au téléphone. Donc, vous passez par 14 interlocuteurs nationaux qui essaient de vous envoyer vers le site internet de la Poste. Et là, finalement, vous tombez sur une dame à Paris qui vous réclame votre numéro de contrat de réexpédition et le code postal du bureau envoyeur. Pour vous dire, eh bien, votre compte n'a pas été activé. Alors quand même, vous protestez en disant « J'ai un papier du bureau de poste de Viry-Châtillon, dans l'Essonne, avec mon numéro de passeport qui atteste le contraire. » 5 minutes après, autant pour moi, votre compte a bien été activé le 8 mars. Alors c'est bizarre, je lui dis, j'ai vérifié il y a un quart d'heure mon compte sur Internet, il disait pas activé. Et là, on me répond « Vous pouvez y retourner et voir que c'est activé. » Donc je lui dis, c'est pas depuis le 8 mars, vous venez de le faire juste après m'avoir quitté pour ne pas vous faire engueuler. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Eh bien, et là, c'est moi qui m'adresse à vous. Vous aussi, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Abonnez-vous, merci. Au moment de quitter sans aucun regret la banlieue sud de Paris et les abords de la Nationale 7 après Orly, c'est-à-dire à l'endroit où elle devient une espèce de zone californienne mais sans les palmiers, sans la discipline sociale et sans les filles en body fluo,
Je voudrais attirer votre attention, comme la mienne l'a souvent été, sur une anomalie à la Sampé. Vous connaissez Sampé, qui est un dessinateur délicieux, retraité maintenant, qui a 85 ans, et qui a fait 111 fois la couverture du New Yorker, avec toujours la même recette, un étonnement délicieusement réactionnaire sur les absurdités d'une modernité irréfléchie. On pourrait le comparer à un grand disparu dont le regard nous manque aussi, Jacques Tati, notamment avec des films comme Mon oncle et Trafic, et c'est justement Trafic qu'évoque l'observation que je vais vous livrer, laquelle, allez-vous me dire, patience encore, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut voir, c'est que cette zone qui va d'Orly à Ris-Orangis le long de la Nationale 7 mélange deux cultures, enfin si on peut dire, celle du petit bourgeois à pavillon à la Sampé et à la Jacques Tati, dont l'allée de briques autobloquantes serpente de la boîte aux lettres jusqu'au perron gardé par des lions en céramique, et de l'autre, une humanité que nous appellerons nouvelle, c'est-à-dire déjà nouvellement arrivée en France, 30 ans d'âge moyen, entassé dans des immeubles entourés de parkings géants et qui va sans arrêt à l'hypermarché pour acheter des caddies de soda, de télé géantes, de vêtements pour footballeurs de 4 ans et demi. Avec quel argent? On se demande. Et bien maintenant que le paysage sociologique est planté, revenons au bord de la Nationale 7. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'ai-je donc vu évoluer sur 5 ans? Eh bien, deux commerces qui prennent peu à peu la place de tous les autres. C'est-à-dire que vraiment, en certains endroits, vous pouvez vérifier, quand c'est pas un, c'est l'autre. Le concessionnaire automobile, avec ses calandres qui brillent derrière des grillages et ses halls d'exposition, ses showrooms, où les voitures ont leur feu de parking toute la nuit. Et puis, tous les 50 mètres, ce véritable tissu de concessionnaire auto alterne avec quoi? Eh bien, avec des salles de sport énormes où vous payez 20 ou 40 euros tous les mois pour transpirer en vitrine, alignées sur des machines à marcher, tout en regardant la télé ou votre rythme cardiaque sur un petit écran de 20 à 22 heures. Alors là, je vous refais le tableau à la Sampé, un concessionnaire avec une quarantaine de voitures, une salle de sport toute vitrée avec une quarantaine de machines à marcher, et ça recommence 5 ou 10 fois comme ça sur 1 kilomètre. Sans parler des American Car Wash et autres éléphants bleus, parce qu'il faut laver toutes ces voitures qu'on vend, puis il y a celles qui passent et qui crachent une fumée noire, dont vos rideaux sont encrassés en moins d'une semaine. Alors on vous dit, on ne peut pas faire de sport le long des avenues, c'est trop pollué. Alors le principe c'est, je pollue d'abord avec mes voitures à 260 euros par mois pendant 5 ans. Ensuite, comme je fais tout, même mes courses alimentaires en drive, j'ai pas de muscles, donc je vais en faire dans une salle de sport en disant à mes enfants, restez devant la télé. Et là, je respire un air filtré. À mon avis, dans moins de 10 ans, un nouveau concept va venir s'intercaler entre les deux commerces complémentaires, là, le bar à oxygène et le caisson d'isolation, un peu comme en Californie. Eh bien, quand vous disposez d'un caisson d'isolation naturelle qui s'appelle la campagne, vous y retournez d'un corps léger. Et quand vous regardez vos rideaux devant l'interstice des fenêtres au village, vous les gardez blancs pendant toute l'année, à quoi vous vous dites que vos poumons, eux aussi, restent propres. À la campagne, je veux dire dans ce village, mon voisin a 94 ans, ce qui a sans doute un rapport avec la qualité de l'air. Les voilages au sommet des fenêtres restent blancs. Autre chose dont je vous parlerai avant que j'oublie, mon voisin est un ancien cafetier, avec lequel, il y a 30 ans, j'avais pas beaucoup de rapports particuliers parce que la société avait encore des classes. J'étais un intellectuel, il était cafetier. Et bien désormais, je m'en suis beaucoup rapproché. Quand il plante sa chaise de camping devant la fontaine, nous parlons car nous avons reçu la même éducation de base, nous avons le même vocabulaire, alors que la jeunesse, elle, est devenue absolument incompréhensible. Elle forme même plus de phrases, elle ne sait plus nommer les choses et les notions. Du coup, la société des gens qui ont été élevés par un instituteur est devenue une société sans classe, assez homogène, où on se prête même des livres, figurez-vous. Mais Gustave vous en parlera prochainement dans un prochain numéro, puisque les livres, lui, il les vend. Abonnez-vous, merci. Il y a un truc dont on parle jamais, franchement en tout cas, et pour cause dans les villages, mais auquel on pense souvent, ce sont les rivalités amoureuses, les secrets d'alcôve, les naissances d'enfants adultérins qui ressemblent plus ou moins aux facteurs ou aux voisins. Tout ce folklore-là qui évoque le monde de Pagnol est un peu passé de mode. La France est devenue plus mobile. Pour résumer, quand on découche désormais, c'est à l'autre bout du département, ou à Montpellier, ou à Béziers. Mais on oublie une chose, c'est que quand on a de 60 à 90 ans, les adultères du passé finissent par être connus. Les mémés de 90 ans commencent à parler volontiers. Et surtout, on voit apparaître des ressemblances inattendues dans cette génération qui n'a pas bougé, qui est restée au village. Alors, je vous brosse le tableau à grands traits. Il y a 30 ans, nous avions un maire qui était réputé être un coureur de femmes et qui était un pionnier puisqu'il sillonnait le pays dans sa 504 blanche. Et quand je dis le pays, je l'ai retrouvé jusqu'à Montauban, où il connaissait tous les hôtels d'2 étoiles. Mais pour un type comme ça, qui était un lapin voyageur, les autres restaient au clapier et parmi les haines et les ricanements qu'on surprenait les jours de fête
quand l'alcool déliait les langues, il n'était pas rare qu'un type de 40 ans se lève pour vouloir casser la gueule à un autre du hameau voisin. Et souvent, on devinait que c'était pas pour une querelle de clôture, mais pour une histoire de femme. D'ailleurs, souvent, la femme qui était l'objet de la rivalité finissait par taper son propre mari à table en disant « Arrête, arrête, René !» Et là, si la soirée se prolongeait, vous, en tant qu'ancien Parisien, mais installé depuis 10 ou 20 ans, on vous racontait que c'était pas étonnant que les gens se sautent au visage comme ça de temps en temps, vu qu'on sortait d'une période où on ne regardait pas tellement la télé et où il n'y avait rien d'autre à faire. D'autre que quoi? D'autre que faire le lapin. Alors, au fil des années, et maintenant ça fait 35 ans, on apprend qu'un tel et une telle, ceci, cela, mais on apprend surtout dans un village de 500 habitants avec des hameaux qui comportent seulement 40 personnes, on apprend qu'il y avait des véritables obsédés qui ont culbuté tout le monde autour d'eux et parfois qui ont engrossé toutes les femmes. Avec la grande poésie qui caractérise cet endroit de France, on appelait ça « leur foutre le ballon ». En fait, j'ai parlé de Pagnol tout à l'heure, mais c'est plutôt du Marcel Aimé ou du Jules Renard. Vous imaginez les problèmes, c'était avant l'échographie, avant l'IVG, etc. Et c'est là que je voudrais plaider quand même pour l'extraordinaire puissance de l'hypocrisie qui permet de cimenter des sociétés entières. Quand on a observé des groupes comme ça, assez restreints, à une époque qui fut la dernière avant la contraception, on est obligé de constater que les ressemblances entre les personnes du même âge, de familles très différentes, sont parfois très troublantes. On tombe sur la même implantation d'oreilles, de cheveux, les mêmes proportions chez deux types qui n'ont apparemment aucun lien de parenté, mais qu'on pourrait prendre pour des jumeaux. Les gens en parlent presque jamais. Mais quand ils en parlent, c'est pour soupirer qu'il y aurait quand même beaucoup à dire. Tous ceux auxquels je fais allusion ont maintenant plus de 85, je le rappelle. Mais il y a aussi la génération de 50 à 60, la mienne, et c'est là que vous voyez l'évolution. Ils ont tous une vie de famille irréprochable, mais bizarrement, ils connaissent tous les mêmes adresses à Béziers ou à Toulouse. C'est bizarre, hein? Ils étaient extrêmement assidus à certaines réunions syndicales, et parfois, quand leur fille était mariée à un éleveur au nord du département, à un instituteur de la région de Montauban. Ils partaient très tôt pour porter des affaires à leur fille, comme ils disaient, pour dormir chez elle aussi, et pour rentrer le lendemain. Mais ça leur laissait quand même tout l'après-midi du premier jour, où il fallait croire qu'ils avaient fait les vitrines. En fait, la principale excuse était « je suis passé chez quelques collègues, mais c'était plutôt chez une femme ou chez une autre, dans le genre pas farouche ». Mais au moins, c'était encore une époque où on avait des petites amies régulières. Et puis, il y a la dernière génération, celle qui se veut libérée, qui a donc 30-35 ans aujourd'hui, et qui sort ensemble partout, tout le temps, et qui connaît toutes les adresses dites libertines partout en France. Ça, c'est le degré zéro de la civilisation. C'est le degré où la sexualité finit par avoir le même statut que l'effort en salle de sport. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Et quand vous interrogez les enfants de ces gens-là, qui ont 12 ou 15 ans aujourd'hui, les garçons surtout un peu taciturnes, ils vous disent très souvent « je me marierai et ma femme ne travaillera pas ». Et Gustave, à qui j'en parlais l'autre jour, a finement ajouté, en plus le retour en arrière est inévitable, pour une autre raison, c'est que le prix de l'essence va doubler un jour ou l'autre, et là, crois-moi, on va recommencer à draguer autour de la fontaine, d'autant que le prix de l'eau va doubler aussi. Abonnez-vous, merci. J'ai évoqué récemment le cas de ces gens dont les nouveaux arrivants dans les villages découvrent tardivement, je veux dire une fois que les intéressants ont plus de 60 ans, qu'ils ont été rivaux sur le plan amoureux. Pour parler clair, quand des gens venus de la ville, comme moi, mais il y a 30 ou 40 ans, s'étonnent de voir que le vieux Marcel ne puisse pas blairer le vieux Robert à 70 ou 80 ans aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas, et j'ai pas, suivi le début. Et souvent, le début, c'est que la femme de l'un a eu des faiblesses pour l'autre. Dans l'évocation de ce genre de situation, j'ai oublié un détail qui entretient l'animosité de l'un à l'égard de l'autre, c'est l'inégalité devant l'âge. Déjà, quand un homme du village s'est conduit comme un coq, et quand ça a marché, c'est souvent qu'il était pas mal de sa personne et que donc, au fil des années, souvent, il s'est entretenu pour pouvoir continuer à butiner, tandis que l'autre, celui qui n'était pas coureur, a continué à boire et à grossir et à perdre ses cheveux. Heureusement pour la paix sociale, comme je l'ai dit, avec la modernité et la mobilité générale, les coqs de village sont allés visiter d'autres poulaillers situés à plus de 100 km, ce qui fait que on n'a plus de grands esclandres pendant les fêtes locales. Mais il demeure que pendant les fêtes ou au jardin ou au café, les séducteurs invétérés jouent de leur supériorité physique avec une espèce d'innocence agressive, par exemple le vieux Robert, qui fait exprès, dès les premiers beaux jours, de porter une espèce de débardeur et un short, et qui parfois, dès qu'il est au jardin, tombe carrément le débardeur, ce qui révèle sa nature assez avantageuse, genre lutteur de foire, et là c'est un comportement qui irrite au plus haut degré ceux dont il a courtisé la femme il y a 30 ans, c'est au point que dans les fêtes de village, il y a certains hommes qui ne sortent pas s'ils s'y trouvent.
Du coup, leur femme est punie aussi, puisqu'on ne la voit pas non plus dans les vins d'honneur. Je rappelle que nous parlons là de la génération au-delà de 70-80. Jusque-là, la situation entre le vieux Marcel et le vieux Robert et la femme qui s'appelle Jacqueline, j'ai changé les noms bien entendu, est contenue dans des limites normales. Mais si je vous précise, je vais vous préciser deux ou trois choses qui font qu'on est en plein sujet de film. D'abord, cette Jacqueline, qui est une assez belle femme, tombe malade. Elle a 60 ans, 65, 7 ans. C'est vraiment dommage, elle dépérit, d'après la rumeur, elle a un cancer. Au début, personne n'est au courant, sauf moi, par le patron du café. Mais Marcel, là, son mari, qui est vraiment un rustre, c'est-à-dire un type assez malin, mais sans cœur, sans sentiment, malgré sa jalousie, ne sait pas comment traiter cette situation. Alors, la maladie de sa femme l'embarrasse beaucoup, il a eu l'habitude d'être celui dont on prend soin, il a du mal à prendre soin des autres. Et curieusement, pendant qu'il fait son jardin, il va asseoir sa femme sur une chaise en plastique derrière la haie de tomates, avec une table couverte de journaux People. Et il s'arrange pour faire ça pendant que l'autre, le Robert, travaille dans son propre jardin comme une brute et torse nu. Le Robert en question, qui ignore encore tout de la maladie de madame, passe et repasse devant eux, le maillot sur l'épaule avec sa musculature, et Marcel le salue. Ensuite, il finit par l'inviter à dîner. Robert est veuf depuis 10 ans, il va donc dîner chez monsieur et madame, et là, curieusement, la pauvre Jacqueline, c'est peut-être une coïncidence, due aux effets des rayons, entre dans une phase de rémission. Du coup, Marcel, qui a toujours veillé sur sa femme, le fusil à la main, s'aperçoit que le fameux Robert n'est pas seulement un coureur, il est aussi un peu amoureux d'elle, ça se voit. Et ça l'intimide parce qu'au point où il en est, il commence à respecter ce qu'il ne comprend pas. La rémission, comme souvent, évidemment, n'est qu'un faux espoir. Donc Jacqueline rechute, alors Marcel lui tient à Robert à peu près le discours suivant. Je suis assez pessimiste, le médecin aussi apparemment, mais tu lui fais du bien par ta présence, viens lui parler quand tu peux. Alors il vient lui parler. Et là, on s'aperçoit qu'il est vraiment amoureux d'elle. Mais il est trop tard. Elle finit par mourir. Et là, ces deux types de 76 et 80, qui s'étaient toujours détestés pour des raisons évidentes, deviennent inséparables. Alors je vous dirai demain pourquoi, en vertu de quelle loi naturelle, mais c'est l'une des choses qui a troublé tout le monde au village dans les 5 dernières années. Finalement, quand la vie n'est pas hachée par la modernité, par la mobilité, par l'hystérie, on a le temps de voir mûrir des psychologies assez complexes parce que la maturation prend du temps, parce qu'elle nécessite une certaine température, un certain bain amniotique. Et chez nous, c'est resté comme ça. Quand on a quelque chose dans le cœur ou dans l'esprit, à Campagnol, la télévision ne vient pas tout brasser toutes les 4 heures. Chez nous, pas de Netflix de saison 4. On ne laisse pas les groupes du genre Canal+ voler notre vie par pans entiers. Les gens ont le temps d'aller au bout de leur logique. Ils ne sont pas cloués à celle des autres. Alors je vous dirai demain à quelle logique se sont rendus ces deux messieurs, mais c'est du mot passant. À bientôt. Merci. Je vous ai parlé hier de ces deux vieux, 76 et 80, qui ont toujours été rivaux dans le cœur de la même femme, sauf que l'un était marié avec elle et que l'autre a soupiré un peu toute sa vie après elle. Eh bien, après l'enterrement de cette Jacqueline, on a assisté à une chose très curieuse. La nature, vous savez, celle qui a horreur du vide, a apparié en quelque sorte ces deux caractères de veuf qui étaient complémentaires autour de ce deuil commun. D'abord, il faut préciser que le mari, après la mort de la dame, était plus perdu que véritablement dévasté par le chagrin, parce que c'était un égoïste incapable pour les petites choses de la vie et qu'après sa mort, il savait rien faire. L'autre chose qu'il faut préciser, c'est que ce type était quand même très maladroit, puisqu'en gros, il m'a dit que Robert, son ami et voisin, avait été très présent lors de la maladie de sa femme, et c'est à peine s'il ne m'a pas demandé ce qu'il lui trouvait. Vous savez, c'est un peu comme deux enfants dans un bac à sable. Le premier néglige ses jouets, l'autre en convoite un, en saisit un. Le premier se met donc à glapir aussitôt parce qu'on vient de saisir ce qui le laissait indifférent une minute avant. Bien entendu, il a quand même pas dit je ne sais pas ce qu'il trouvait à ma femme. Il m'a dit qu'il pouvait, Robert, rester 2 heures à parler avec elle. Et il avait l'air très étonné car en 40 ans, pour sa part, en tant que mari légitime, il trouvait presque jamais rien à lui dire. Mais là où les choses sont devenues pittoresques, c'est qu'après la mort de cette Jacqueline, ils se sont aperçus l'un et l'autre qu'ils étaient nécessaires l'un à l'autre. Je vous ai dit que Robert, le plus jeune, avait gardé un physique d'athlète à 76 ans, et qu'en outre, il aimait bien le montrer. Du coup, l'autre s'est mis à en profiter au jardin, et partout, il lui a fait faire la vidange de sa voiture, il lui a demandé d'élaguer un arbre, il disait tout le temps « on va pas te faire du mal hein ». Mais en même temps, il jouait les contremaîtres. Et Robert était tout content de montrer qu'il était encore valide, son mot c'était « vaillant ». Et en même temps, Marcel avait des qualités que Robert ne possédait pas. Il était ordonné dans ses affaires, il mettait de l'ordre dans les affaires de Robert, de qui il examinait parfois les papiers avec ses lunettes sur le bout du nez, avant de lui dire « mais ça tu l'as déjà payé ».
Pour ma part, j'ai assisté assez longtemps à cette naissance d'une dépendance mutuelle, tout simplement parce que Marcel et sa femme, Jacqueline, habitaient en face de chez moi, de l'autre côté de la fontaine. Robert, lui, habitait au sommet de la rue. La fontaine était un point essentiel dans cette histoire parce qu'elle permettait à Robert de remplir des réservoirs pour son jardin et parce qu'elle lui permettait aussi de se laver quand il rentrait. À partir du mois d'avril, Robert, c'est bien simple, il se trempait carrément dans la fontaine à moitié nu en pantalon pour se laver le torse et les pieds, et ça avait été la première cause de l'irritation de Marcel 10 ou 20 ans plus tôt, et bizarrement, désormais, c'était plutôt un motif de fierté. Il parlait de Robert, ce Marcel, comme d'un cheval, et comme si ce cheval était à son service. Il disait, ça c'est sûr, Robert pourrait renverser une voiture à lui tout seul. Et de l'autre côté, Robert venait de plus en plus souvent chez Marcel pour se faire des papiers sur Internet. Il n'avait pas d'Internet, il ne le voulait pas d'ailleurs. Il disait que tous ces trucs-là étaient faits pour séparer les gens en deux catégories, les esclaves et les autres. Et Marcel lui a répondu, et toi, t'es de quelle catégorie? Je suis ton esclave, tu le sais bien, répondait Robert, puisque tu me fais mes papiers sur Internet pendant que je fais ton jardin. Mais pas du tout, répondait Marcel, c'est moi ton esclave, puisqu'il y a de plus en plus de papiers et qu'on ne fait presque plus rien au jardin. Mais parle pour toi, disait Robert, moi je fais mes patates et mes oignons. Moi, répondait Marcel, j'ai vu le prix des patates au marché, j'ai compris que ça valait pas le coup de me crever. Il faut quand même avoir un raisonnement économique dans la vie. Et voilà, c'était ce genre de discussion sans fin entre eux, mais assez bienveillante. Et puis, un jour, le fier à bras s'est cassé le bras, justement, Robert. Et là, on a assisté au 3e épisode, que je laisserai à Gustave demain le soin de vous raconter, car c'est lui qui m'a dit ça. Ça ressemble à un roman de Maupassant, et en matière de roman, il s'y connaît, il en vend. Par ailleurs, vous avez observé que le décor aujourd'hui, comme hier, est un décor d'illustrateur. C'est normal, c'est mon 2e métier. J'ai dessiné et sculpté chacun des personnages de cette chronique, l'album de Campagnol d'anciens numéros, puis des nouveaux, et puis tous les personnages de cette petite série, est en préparation sous cette forme, une forme graphique et textuelle, un théâtre de 100 tons, donc, de temps à autre, vous verrez surgir derrière moi certains personnages en situation et en décor naturel, avant une éventuelle publication, et vous verrez également le fameux Gustave, son portrait dès la semaine prochaine. Raison de plus pour vous abonner. J'allais oublier, vous êtes pratiquement 10 000. Merci 1000 fois. 10 000 fois. À bientôt.